Merci d'accueillir nos lectrices. Nos chères lectrices, donc, toutes suivent la formation de Génération Leader. Donc, elles se sont beaucoup entraînées, d'accord, pour vous offrir ce spectacle, donc cette lecture musicale. Je vous présente Antonine, Dania, Fenda, Mariam, Maud Cécile, Stéphanie, Nanka, Niarale, qui vont vous lire un passage. Je vais les applaudir, mais je pense que vous les applaudirez encore plus tout à l'heure, quand elles vous auront montré leur talent d'oratrice. Et d'ailleurs, moi, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même, parce que certaines, je les accompagne en prise de parole en public au sein de cette formation Génération Leader. Je fais également partie de l'équipe encadrante, et donc je sais qu'elles sont formidables et qu'elles vont encore m'épater. Elles vont vous lire un passage de Petit Pays, donc je vous souhaite une bonne écoute. Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué, un jour dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a 3 groupes différents. On appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits, avec de gros nez. Comme Donatien, j'avais demandé. Non, lui c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Proté, par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les Tois, les Pygmées. Eux, passons. Ils sont quelques-uns seulement. On va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus. Ils sont pointant du doigt. Tu es un vrai Tutsi. On ne sait jamais ce que tu penses. Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça? Alors j'ai demandé, la guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire? Non, ça n'est pas ça. Ils ont le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue? Si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même Dieu? Si, ils ont le même Dieu. Alors pourquoi ils font la guerre? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. Cette étrange atmosphère enflait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ en se traitant de Hutu ou Tutsi. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire « Regardez, c'est un Tutsi avec son nez !» Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir. J'ai beau chercher, je ne me souviens pas du moment où l'on s'est mis à penser différemment, à considérer que, dorénavant, il y aurait nous d'un côté et de l'autre des ennemis, comme Francis. J'ai beau retourner mes souvenirs dans tous les sens, je ne parviens pas à me rappeler clairement l'instant où nous avons décidé de ne plus nous contenter de partager le peu que nous avions et de cesser d'avoir confiance. De voir l'autre comme un danger, de créer cette frontière invisible avec le monde extérieur, en faisant de notre quartier une forteresse et de notre impasse un enclos. Je me demande encore quand, les copains et moi, nous avons commencé à avoir peur. Chère Laure, le peuple a voté. À la radio, ils ont dit 97,3% de taux de participation. Ça veut dire tout le monde, moins les enfants, les malades à l'hôpital, les détenus dans les prisons, les fous dans les asiles, les bandits recherchés par la police, les paresseux restés au lit, les manchots incapables de tenir un bulletin de vote et les étrangers, comme mon père,
ma mère ou Donatien, qui eux ont le droit de vivre ici, de travailler ici, mais n'ont pas le droit de donner leur avis, qui lui doit rester là d'où ils viennent. Le nouveau président s'appelle Melchior, comme les rois mages. Certains l'adorent, comme Proté, notre cuisinier. Il dit que c'est la victoire du peuple. D'autres le détestent, comme Innocent, notre chauffeur. Mais je te rassure, c'est parce que c'est un grincheux et c'est un mauvais perdant. Je trouve que le nouveau président a l'air sérieux. Il se tient bien, ne met pas les coudes sur la table, ne coupe pas la parole. Il porte une cravate unique, unie, une chemise bien repassée et il a des formules de politesse dans ses phrases. Il est présentable et propre, c'est important. Car on devra accrocher les portraits dans tout le pays pour ne pas oublier qu'il existe. Ce serait enquiquinant d'avoir un président négligé sur lui ou qui louche sur les photos dans les ministères, l'aéroport, les ambassades, les compagnies d'assurance, les commissariats, les hôtels, les hôpitaux, les cabarets, les maternités, les casernes, les restaurants, les salons de coiffure et les orphelinats. D'ailleurs, je me demande bien où on a mis les portraits de l'ancien président. Les a-t-on jetés ? Peut-être qu'il existe un endroit où on les garde au cas où il déciderait de revenir un jour. C'est la première fois qu'on a un président qui n'est pas militaire. Je pense qu'il aurait moins mal à la tête que ses prédécesseurs. Les présidents militaires ont toujours des migraines. C'est comme s'ils avaient deux cerveaux. Ils ne savent jamais ce qu'ils doivent faire, la paix ou la guerre. Christian et moi étions dans le coffre, assis sur les valises contenant nos vêtements pour le mariage. Tante Zébi préférait que l'on s'habille à notre arrivée pour rester le plus discret possible en cas de contrôle de police. Les filles étaient serrées les unes contre les autres sur la banquette arrière du break. Maman, assise à l'avant, s'est maquillée devant le miroir du pare-soleil. La voiture a d'abord traversé des quartiers populaires pleins d'agitation et de klaxons, puis, après la gare routière, le paysage s'est peu à peu désencombré. La ville a laissé place à des marais de papyrus à perte de vue. Tante Zébi roulait vite pour arriver le plus vite possible à Gitarama, à 50 km de Kigali. Nous sommes restés coincés un long moment derrière un camion dont le pot d'échappement crachait une épaisse fumée noire. Les filles ont remonté les vitres en vitesse en se bouchant le nez à cause de l'odeur d'œuf pourri. Maman a allumé la radio et le rythme entraînant de la chanson de Papa Wemba a aussitôt envahi l'habitacle. Les cousins se sont mis à gigoter et Christian m'a regardé d'un air malicieux, en soulevant les sourcils et en remuant les épaules comme un danseur éthiopien. Tante Zébi s'est empressée de monter le son de la radio. Cela amusait maman qui se retournait pour me jeter des clins d'œil complices. Un animateur de la radio faisait le clown, chantait par-dessus la musique. Je ne comprenais que certains mots dans ces phrases en Kinyarwanda. Radio 106 FM, radio sympa, Papa Wemba. Sur un ton enjoué, il reprenait le refrain, parlait, dansait, plaisantait, un vrai zouave à l'antenne. Les visages des cousins avaient changé d'expression. Christian était figé. Tante Zébi a brusquement éteint la radio. Plus personne ne parlait dans la voiture. Sans voir le visage de maman, je sentais son malaise. J'ai regardé Christian. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, des bêtises, c'est l'animateur de la radio. Ce qu'il disait... Qu'est-ce qu'il disait ? Il a dit que tous les cafards doivent périr. Les cafards ? Oui, les cafards, les Inyenzi. Ils utilisent ce mot pour parler de nous, les Tutsis. Ils ont laissé un vide derrière eux, les jumeaux. Les premiers temps, quand nous nous retrouvions dans le combi Volkswagen sur le terrain vague, nous sentons qu'il manquait des rires aux blagues d'Armand et des histoires dans nos après-midi. Leur départ offrait surtout plus de place à Francis. Parler, c'est tout ce que l'on savait faire dorénavant. On restait assis de longues heures sur la banquette du combi, à écouter une vieille cassette de Peter Tosh, à fumer des cigarettes bon marché et téter au boulot des bières et des Fanta que Francis nous achetait au kiosque. Quand je proposais une partie de pêche, un tour dans la rivière ou une cueillette de mangue, les copains m'envoyaient balader. C'était devenu des jeux d'enfants. On avait passé l'âge. « Faut trouver un vrai nom de bande », a dit Dino.
Mais on en a déjà un, les Kinanira Boys. Gino et Francis ont ricané bêtement. Fais pitié, ce nom. Je te rappelle que c'est toi qui l'as trouvé, Gino, j'ai dit vexé. De toute façon, faut plus dire bande. On parle de gang, maintenant, a dit Francis. Bouja, c'est la ville des gangs, comme Los Angeles ou New York. Il y en a un par quartier. À Bouza, ce sont les sans défaites. À Ngagara, les sans échecs. À Bouyendi, les six garages. Ces discussions m'ennuyaient. Cette violence qui fascinait Francis et Gino. J'ai décidé de me rendre moins souvent à la planque. J'ai même commencé à éviter les copains et leurs délires guerriers. J'avais besoin de respirer, de me changer les idées. Pour la première fois de ma vie, je me sentais à l'étroit dans l'impasse. Cet espace confiné, où mes préoccupations tournaient en rond. Un après-midi, j'ai croisé par hasard Madame Economopoulos devant sa haie de bougainvilliers. On a échangé quelques mots sur les saisons de pluie et le beau temps. Puis, elle m'a invité à entrer dans sa maison pour m'offrir un verre de jus de barbadine. Dans son grand salon, mon regard a tout de suite été attiré par la bibliothèque lambrissée qui couvrait entièrement un des murs de la pièce. Je n'avais jamais vu autant de livres en un seul lieu, du sol au plafond. « Vous avez lu tous ces livres ?» j'ai demandé. « Oui, certains plusieurs fois même. Ce sont les grands amours de ma vie. Ils me font rire, pleurer, douter, réfléchir. Ils me permettent de m'échapper. Ils m'ont changé, ont fait de moi une autre personne. Un livre peut nous changer ? Bien sûr, un livre peut te changer, et même changer ta vie, comme un coup de foudre. Et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres, ce sont des génies endormis. J'ai pris l'habitude de lui rendre visite tous les après-midi. Grâce à mes lectures, j'avais aboli les limites de l'impasse. Je respirais à nouveau. Le monde s'étendait plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs. Je n'allais plus à la planque. Je n'avais plus envie de voir les copains. De les écouter parler de la guerre, des villes mortes, des Hutus et des Tutsis. Avec Madame Economopoulos, nous nous asseyions dans son jardin sous un jacaranda mimosa. Sur sa table en fer forgé, elle servait du thé et des biscuits chauds. Nous discutions pendant des heures des livres qu'elle mettait entre mes mains. Je découvrais que je pouvais parler d'une infinité de choses tapées au fond de moi et que j'ignorais. Dans ce havre de verdure, j'apprenais à identifier mes goûts, mes envies, ma manière de voir et de ressentir l'univers. Madame Economopoulos me donnait confiance en moi, ne me jugeait jamais, avait le don de m'écouter et de me rassurer. Après avoir bien discuté, lorsque l'après-midi s'évanouissait dans la lumière du couchant, nous flânions dans son jardin comme de drôles d'amoureux. Cher Christian, je t'ai attendu pour les vacances de Pâques. Ton lit était prêt, à côté du mien. Au-dessus, j'avais épinglé quelques images de footballeurs. J'avais fait de la place dans mon placard pour que tu puisses y mettre tes habits et ton ballon. J'étais prêt à t'accueillir. Tu ne viendras pas. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de te dire. Je me rends compte, par exemple, que je ne t'avais jamais parlé de Laure. C'est ma fiancée. Elle ne le sait pas encore. J'ai prévu de lui demander de m'épouser. Très bientôt. Une fois que la paix sera là. J'ai tardé à t'écrire. J'étais trop occupée à ces temps-ci à rester un enfant. Les copains m'inquiètent. S'éloignent de moi chaque jour un peu plus. Se chamaillent pour des histoires d'adultes. S'inventent des ennemis et des raisons de se battre. Je comprends mieux pourquoi mon père nous interdisait, à Anna et à moi, de nous mêler de politique. Il a l'air fatigué, papa. Je le trouve absent, distant. Il s'est forgé une épaisse cuirasse de fer
pour que la méchanceté ricoche sur lui. Alors qu'au fond, je le sais aussi tendre que la pulpe d'une goyave bien mûre. Maman n'est jamais revenue de chez toi. Elle a laissé son âme dans ton jardin. Elle s'est fissurée le cœur. Elle est devenue folle, comme le monde qui t'a emporté. J'ai tardé à t'écrire. J'écoute un florilège de voix qui me dit tant de choses. Ma radio disait que l'équipe du Nigeria, celle que tu soutenais, a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mon arrière-grand-mère disait que les gens qu'on aime ne meurent jamais, tant qu'on continue à penser à eux. Mon père disait que le jour où les hommes arriveront à se faire la guerre, il neigera sous les tropiques. Madame Economopoulos disait que les mots sont plus vrais que la réalité. Ma prof de biologie disait que la Terre est ronde. Mes copains disaient qu'il fallait choisir son camp. Ma mère disait que tu dors pour longtemps avec sur le dos le maillot de foot de ton équipe préférée. Et toi, Christian, tu me diras plus jamais rien. C'est votre moment. Merci pour cette belle lecture. Kenda, Anthony, Narale, Maud-Cécile, bravo. Profitez de cette acclamation que vous méritez. Donc ce sont tous les élèves en formation chez Génération Leader. Il y en a pour qui c'est la première année, il y en a pour qui c'est la troisième, il y en a pour qui c'est la deuxième année. Moi en tout cas, je vous félicite vraiment parce que j'ai le micro donc je peux parler à la place du public, mais je les ai vus, je les ai regardés un petit peu. Je sens qu'ils ont le même enthousiasme en tout cas que moi. Donc vraiment, je tiens à vous féliciter. Bravo pour ce travail aussi de fond, d'accord ? Vous avez mis la barre haute pour les prochains lecteurs. Bon, on vous dit à tout à l'heure les filles, et puis on va accueillir le prochain groupe.